Cette femme de 23 ans ayant fui son pays ravagé par la guerre pour émigrer aux États-Unis est décédée. Elle a été tuée dans un tramway public à Charlotte, en Caroline du Nord, lors d'une attaque choquante et non provoquée d'un homme au lourd casier selon la police. Le meurtre d'Irina Zarutzka provoque l'indignation au niveau national et international. Et la mère du suspect prend maintenant la parole pour expliquer pourquoi, selon elle, son fils n'aurait jamais dû être autorisé à réintégrer la communauté. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. On comprend mal comment la vie de cette jeune femme s'est terminée. Elle fuit son pays d'origine, où elle craignait les menaces de frappes, de drones et de bombes, pour finalement être tuée dans les transports en commun aux États-Unis. Elle s'appelait Irina Zarutzka. Elle n'avait que 23 ans. Elle est venue aux États-Unis avec sa famille pour fuir la guerre en Ukraine. Son avis de décès la décrit comme une artiste talentueuse avec un profond amour des animaux. En fait, elle rêvait de devenir vétérinaire et elle a embrassé le rêve américain de ce que sa vie pourrait être dans ce pays, comme tant de personnes qui viennent d'ailleurs et qui arrivent sur le sol américain en espérant une vie meilleure. En fait, elle a appris l'anglais en très peu de temps, mais elle n'a pas pu voir ses rêves devenir réalité à cause de ce qui s'est passé le 22 août à bord d'un train léger de la ville de Charlotte. Il était environ 10 heures du soir. Voici une capture d'écran de la vidéo publiée par l'autorité des transports de Charlotte montrant l'attaque non provoquée qui a mis fin à sa vie. Et je sais que cette image est très difficile à regarder. L'homme maintenant accusé de son meurtre est un criminel récidiviste. La vidéo le montrant en train de poignarder Zarutzka ainsi que son casier judiciaire ont suscité beaucoup de colère. Maintenant, je vais vous dire combien d'années il a déjà passé en prison et ce que sa mère dit aujourd'hui dans un instant. Il s'appelle De Carlos Brown. Mais parlons d'abord de ce qui s'est passé le 22 août avant d'en arriver là, vers 10 heures du soir à bord du train léger sur rail. Une vidéo de WCNC et Charlotte montre Zarutzka montant dans le train léger et s'asseyant devant l'homme accusé de son meurtre. Brown porte un sweat à capuche rouge. Selon la police, ces deux personnes ne se connaissaient pas et n'ont eu aucune interaction avant ce meurtre. Zarutzka venait juste de finir son travail dans une pizzeria locale à Charlotte, en Caroline du Nord, et elle essayait simplement de rentrer chez elle. Je m'éloigne de la vidéo un instant pour vous avertir de ce qui va se passer ensuite. Je ne vais pas vous montrer le moment où Zarutzka est poignardée, mais vous verrez tout ce qui y mène. C'est difficile à regarder. Vidéo diffusée à Charlotte Medias Local. C'est environ 4 minutes après que Zarutzka soit monté dans le train que De Carlos Brown sort ce qui semble être un couteau de poche et la poignarde 3 fois. Brown s'éloigne tandis que la jeune fille s'effondre. La police précise qu'elle est morte sur place. Brown a été arrêté peu après et inculpé de meurtre au premier degré. Les autorités de Charlotte affirment qu'aucun agent de sécurité n'était présent dans le train lors du meurtre de Zarutzka. Des agents de sécurité patrouillent dans ces trains sans rester à un endroit précis. Brown avait déjà purgé 5 ans de prison pour vol à main armée en 2014. Il a également 14 arrestations antérieures. WSOC-TV a indiqué qu'il était sans abri. Sa mère a dit à cette chaîne qu'il était schizophrène. Sa mère a déclaré à un journaliste de cette chaîne à Charlotte ce qu'il a fait était atroce. C'était horrible et c'était mal. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire passer son fils pour une victime dans cette affaire, même si elle affirme que le système l'a laissé tomber. Elle a dit qu'après sa sortie de prison, il tenait des propos étranges et devenait plus agressif. Elle a en fait obtenu une ordonnance d'internement volontaire du tribunal. Sa mère a dit qu'elle avait dû le mettre dehors parce qu'il devenait violent. Mais voici un moment sur lequel tant de gens se concentrent en ce moment. Cela s'est produit en janvier de cette année. Brown voulait que la police enquête, je cite, sur des matériaux artificiels dans son corps qui contrôlaient ses fonctions. Contrarié que la police ne puisse rien faire, il a appelé le 911 et a eu des ennuis. Il a été accusé d'utilisation abusive du système 911, mais c'est une partie importante de cette histoire. WSOC rapporte que la juge magistrate Teresa Stokes a libéré Brown de prison malgré le fait qu'il soit sans abri et qu'il ait des antécédents de problèmes de santé mentale ainsi qu'un casier judiciaire. Et elle l'a libéré parce qu'il a donné une promesse écrite, une citation qu'il se présenterait. Voici une photo de Stokes tirée de LinkedIn qui semble désactivée depuis que son nom est cible de nombreuses personnes mécontentes de sa décision dans cette affaire. La mère de Brown a dit aux journalistes de WSOC que vu son passé criminel et ses problèmes de santé mentale, son fils n'aurait jamais dû être relâché dans la communauté. Brown, inculpé de meurtre au premier degré, comparaîtra au tribunal le 19 septembre
Quant à la famille de la jeune fille ukrainienne qui est venue dans ce pays avec l'espoir d'une vie meilleure et plus sûre, une jeune fille qui a appris la langue et qui rentrait chez elle après avoir travaillé une nuit dans une pizzeria, rêvant de devenir un membre actif de la société. Elle a été inhumée en Caroline du Nord. Et selon le New York Post, son père n'a pas pu assister aux funérailles parce qu'il est toujours en Ukraine et ne peut pas partir à cause des règles en temps de guerre. Nous rejoignons maintenant Jason Saint-Aubin de Marsiliot et Mills, avocat de la défense pénale, en direct de Charlotte, en Caroline du Nord, pour parler un peu plus de cette affaire. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime, car je sais que cette histoire est très importante à l'international à bien des égards, mais surtout dans votre ville. En tant que personne qui se trouve dans la ville où tout cela se passe, et alors qu'il y a beaucoup de discussions partout au-delà de Charlotte à propos de cette histoire, selon vous, quelle est la conversation que les gens devraient avoir à propos de cette affaire? Merci de m'avoir invité, Chris. La ville des Hornets est en effervescence concernant cette affaire tragique. Et ce que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de couches et de niveaux dans la discussion que nous avons tous ici à propos de cette situation tragique. Il y a différents aspects à ce problème. Il y a l'aspect selon lequel les images choquantes diffusées représentent le pire cauchemar de chacun. Quelqu'un qui se fait poignarder sans provocation, sans même un contact visuel de sang-froid, par une personne violente qui est maintenant incarcérée. Mais il y a aussi l'autre côté de l'histoire, à savoir que cette personne a sa propre histoire et qu'elle est passée par le système judiciaire de notre ville. Et d'une certaine manière, ce système avait des occasions de les aider à répondre à des besoins qui n'ont jamais été pris en compte. Et ce sont des besoins que je connais très bien, puisque cela fait aujourd'hui 20 ans que je pratique le droit dans cette ville. Donc, il y a plusieurs aspects à cela. Mais celui que je connais le mieux, c'est de travailler avec des personnes comme Monsieur Brown, qui ont lutté contre la schizophrénie et des problèmes de santé mentale tout au long de leur vie et tout au long de leur passage dans le système judiciaire. En examinant ce suspect avant d'aborder son histoire, il est désormais accusé de meurtre au premier degré. Sa mère a dit qu'il était diagnostiqué schizophrène. Comment ce diagnostic de santé mentale pourrait-il influencer la façon dont il sera poursuivi dans cette affaire? Oh, énormément. C'est une situation où les bases même de nos lois pénales permettent, depuis aussi loin que les années 1800, des plaidoyers pour cause d'aliénation mentale et des plaidoyers de non-culpabilité en raison de troubles mentaux. Ce n'est pas un phénomène nouveau et c'est quelque chose qui peut vraiment entrer en ligne de compte dans de nombreuses activités qui pourraient être criminalisées. En droit, on analyse souvent l'état d'esprit de la personne impliquée dans la mort d'autrui. Et, à un niveau fondamental, un exemple serait que nous punissons beaucoup plus sévèrement la personne qui conduit en état d'ivresse et tue quelqu'un au volant que celle qui a laissé tomber son téléphone par terre sans l'utiliser et s'est penchée pour le ramasser. L'état d'esprit de ces deux personnes est différent. L'un met beaucoup de gens en danger, tandis que l'autre pourrait être un geste anodin qui conduit malheureusement à la mort tragique de quelqu'un. Donc, pour les mêmes raisons, nous examinons l'état d'esprit de quelqu'un dans cette situation, mais cela n'excusera pas sa conduite. Cela n'enlèvera rien à la nature criminelle de l'acte, mais cela pourrait certainement changer la façon dont l'affaire est abordée. Il a déjà purgé 5 ans de prison pour vol à main armée, selon son casier judiciaire. Et puis, en janvier de cette année, il semble avoir eu un épisode de santé mentale où il appelait le 911. Il est finalement inculpé. Cela mène à un moment très médiatisé où un juge, évoquant une promesse écrite, autorise sa libération sous caution. Je sais que la mère de DeCarlo Brown a dit à une chaîne de télévision locale qu'elle ne croyait pas que DeCarlo aurait dû être en liberté. Que pensez-vous de la décision de ce juge de le laisser sortir avec cette promesse écrite, sachant qu'il était sans abri et qu'il souffrait aussi de schizophrénie et avait eu des comportements violents? Il est vraiment important, lorsqu'on porte un jugement sur une situation comme celle-ci, d'examiner attentivement toutes les nuances de cette situation, parce que voilà ce qu'il en est réellement. C'est quelqu'un qui a appelé le 911 et qui leur a dit que des forces inconnues, des agents, s'en prenaient à lui.
quelqu'un qui est clairement malade. Cet abus d'un appel au 911 était un appel à l'aide et à l'attention que cette personne souffre d'une grave maladie mentale. Et si notre réponse en tant que société était de maintenir cette personne en détention 8 mois car l'incident s'est produit et la libération a eu lieu en janvier? Si c'est notre réponse, cela révèle un problème fondamental dans notre traitement des personnes atteintes de troubles mentaux pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que nous manquons de ressources pour détenir quelqu'un qui n'a commis aucun acte violent, mis à part appeler le 911 pour sa maladie mentale. L'autre problème auquel nous sommes confrontés, qui est vraiment essentiel dans cette discussion, en dehors de l'idée que nous ne pouvons pas garder quelqu'un en détention pendant 8 mois, c'est que notre prison est potentiellement plus dangereuse pour cette personne que le fait d'être dehors et de recevoir des soins. Dans notre prison, les soins de santé mentale ne sont pas toujours dispensés efficacement. Et rien que le mois dernier, 3 personnes sont mortes dans notre prison en 1 mois et 19 ou je crois 18, excusez-moi. 18 personnes sont mortes dans notre prison depuis 2019. Donc, il n'y aurait aucun moyen efficace ou aucune solution qui justifierait d'incarcérer quelqu'un pendant 8 mois, premièrement, pour une infraction mineure qui, au maximum, n'entraîne que quelques mois de prison. Et deuxièmement, une accusation dont les besoins auxquels elle était censée répondre n'étaient en réalité pas du tout pris en charge par l'emprisonnement, faute d'un meilleur terme. Que peut-on faire actuellement à Charlotte, Caroline du Nord, puisque cela aboutit à une personne ayant un casier judiciaire? Il a clairement un diagnostic de santé mentale très dangereux et il est dans ce train avec un couteau. Et pour une raison ou une autre qui se passe dans sa tête, il décide, d'après la vidéo que nous avons vue, de commettre ce crime. Je veux dire, quel type de ressources en santé mentale existe-t-il pour empêcher de Carlos Brown de se retrouver sur cette trajectoire de collision avec cette jeune femme et d'en arriver à ce moment où il commet ce crime? Chris, je suis vraiment content que tu poses cette question parce que mon travail à Charlotte a principalement consisté à représenter des personnes accusées de crimes violents et souffrant de graves troubles de santé mentale. Et c'est un sujet sur lequel je travaille depuis presque une décennie. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu, à certains moments, différentes ressources qui ont été réservées, allouées ou consacrées à des programmes susceptibles d'aider les personnes atteintes de troubles mentaux. Il y a eu un moment où un de mes clients, souffrant de troubles mentaux, avait vraiment besoin d'aide et il a eu l'opportunité, dans un comté, de bénéficier d'une probation. Je me suis vraiment investi pour trouver des solutions ou des lieux pouvant le prendre en charge et traiter sa maladie mentale. Et ce qu'on m'a dit à ce moment-là, il y a quelques années, c'est qu'il n'y avait pas une seule ressource dans l'État qui pouvait l'aider à répondre à ses besoins, soit parce qu'elles n'étaient pas adaptées au niveau de supervision dont il avait besoin, soit parce que les programmes n'avaient pas de place disponible. Donc, nous avons ce problème. Nous avons aussi le problème qu'une centaine de millions de dollars de financement fédéral a été retiré à l'État en mars de cette année. Tout cela visait la santé mentale et aurait pu servir à des programmes d'aide aux personnes nécessitant un soutien psychologique. C'est une tragédie. Une immigrée qui est venue ici, qui n'avait rien fait de mal et qui avait seulement essayé de vivre la meilleure vie possible dans un nouveau pays, a été brutalement et horriblement tuée. Il n'y a pas moyen de contourner cela, et la personne qui a fait ça doit être tenue responsable. Il n'y a pas moyen de contourner cela non plus, cela doit arriver. Mais ce qui peut arriver, espérons-le, et qui peut ressortir de cela, c'est une vraie discussion sur la façon dont nous pouvons réorienter les ressources pour potentiellement créer des situations où nous pourrons empêcher que cela ne se reproduise. C'est ça l'important. Tu sais, et je t'entends dire que c'est aussi pour tes clients. Et tu sais, ça a l'air vraiment d'une chance pour un client d'avoir, et je ne dis pas ça juste pour te faire plaisir, mais un avocat comme toi qui travaille à trouver des ressources en santé mentale pour son client. Et je ne sais pas qui était l'avocat de Carlos Brown, mais avoir quelqu'un qui souffre de schizophrénie avec un long casier judiciaire qui a déjà eu des problèmes avec la loi dans le passé. Sa mère l'a mis à la porte de sa propre maison parce qu'elle était inquiète de son comportement violent. Admettons qu'il existe de telles ressources pour l'aider. Comment peut-on faire en sorte qu'il aille réellement chercher ces ressources alors qu'en réalité, on l'enferme? Vous savez, ce n'est tout simplement pas réaliste de prendre chaque personne atteinte de schizophrénie et de la mettre derrière les barreaux. Ensuite, vous les renvoyez dans le public où un épisode psychotique peut survenir.
Comment s'assure-t-il de consulter et d'obtenir toutes les ressources nécessaires? Et c'est une discussion très importante, longue et très compliquée que je pense que nous devons tous avoir. Je pense que notre perception en tant que société est bonne parce que, lorsqu'une tragédie survient, très souvent notre premier réflexe est de se demander « Eh bien, est-ce que cette personne est malade? Ont-ils des problèmes ?» Et la conversation a progressivement évolué vers le fait de voir ce titre dans les actualités lorsqu'il s'agit d'un acte de violence et d'avoir au moins cette pensée en arrière-plan que cette personne pourrait souffrir d'une maladie. Alors la question devient comment y faire face? Répond-on par une longue incarcération en isolant cette personne du reste de la société? Est-ce qu'on y répond en mobilisant davantage de ressources policières? Et nous, c'est bien. Je vais vous dire, d'après mon expérience en étant qu'avocat de la défense traitant avec des personnes atteintes de troubles mentaux, accusées et ayant commis des crimes violents, aucune quantité de ressources policières ne changera ce genre de choses. Et voici pourquoi je dis cela. J'ai représenté un homme accusé d'être entré dans un magasin de bricolage, d'avoir pris des outils et d'autres objets sur les étagères, puis d'avoir agressé un parfait inconnu en plein jour, le laissant presque pour mort. Ce n'est pas quelque chose que la police ou l'armée peuvent dérégler. C'est quelque chose que les médicaments, les traitements, une intervention précoce et un suivi régulier avec des professionnels peuvent aider à résoudre. Je pense que pour que ces personnes adhèrent, elles doivent avoir assez de ressources autour d'elles pour être ramenées sur le droit chemin en cas de rechute. Qu'il existe des tribunaux spécialisés dans le traitement, qui les tiendront responsables s'ils décident d'arrêter de prendre, s'ils décident d'arrêter de prendre leurs médicaments. Qu'il y a des responsables et des membres des forces de l'ordre qui sont bien formés en santé mentale, dont le travail consiste à essayer de collaborer avec les personnes concernées et à mettre en place des programmes impliquant la coopération avec les forces de l'ordre, en s'assurant qu'ils prennent contact avec les gens et travaillent à atteindre des objectifs de prise de médicaments et de traitement. Le problème, c'est que ces personnes ont très peu de ressources et deviennent sans abri. Une fois qu'ils sont sans abri, il est très difficile de les organiser, de les orienter vers les programmes dont ils ont besoin ou de s'assurer qu'ils y participent. Et s'ils sont placés en prison pour quelque chose comme une mauvaise utilisation du 911, je ne pense pas qu'on arrivera un jour, en tant que société, à dire que cette personne va devoir rester ici bien plus longtemps que ce qu'un simple délit pourrait lui valoir comme peine. J'ai eu des affaires en Caroline du Nord où mes clients ont attendu plus de 6 ans avant d'être jugés aptes à comparaître par la justice. Ces personnes ont été isolées en cellule sans procès ni contact extérieur, avec peu de soutien, seules de longues heures, ce qui a gravement nui à leur avenir. Donc, je dirais simplement qu'il y a beaucoup de subtilité à ce sujet, mais personne ne mérite d'être attaqué, blessé ou maltraité par quelqu'un qui est un malade, quelle que soit la situation. Donc, nous devons trouver une solution qui convient. Oui, parce que je pense aussi, et il est important de le souligner, je connais des personnes atteintes de schizophrénie qui mènent une vie tout à fait normale et qui n'agressent personne, et je pense que c'est un point important. En tant que personne qui n'est pas avocat, je prends du recul et j'observe simplement l'histoire se dérouler. Et on en revient à cette note écrite, et mon esprit y revient sans cesse. Je pense à ce moment où un juge examine 14 affaires criminelles impliquant cette personne. Il a certainement purgé sa peine en prison. Il n'était pas en liberté conditionnelle. Je veux dire, c'est ça la prison après tout. Tu vas en prison, tu purges ta peine, tu passes à autre chose, puis il y a cet épisode. Mais qu'est-ce que le juge aurait pu faire de plus à ce moment-là? Quelqu'un avec plus d'une douzaine d'affaires criminelles n'a pas vraiment respecté la loi, donc dire qu'une simple note écrite suffirait à garantir sa comparution paraît peu crédible. Je comprends pourquoi les gens regarderaient ça et diraient que ça semble un peu creux. Alors jouons cette histoire jusqu'au bout et laissez-moi jouer l'avocat du diable. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est que cette personne arrive, peu importe le nombre de condamnations criminelles qu'elle a, et là, elle est arrêtée, elle est emmenée parce qu'elle a appelé le 911 en disant « je suis délirant », en gros. J'ai des problèmes de santé mentale. Ils n'attaquent, n'agressent, ni ne volent personne et ne causent aucun dégât. Ils appellent les autorités et leur disent, en gros, qu'ils sont malades. Si ces autorités ne s'occupent pas de la maladie, ce n'est pas au juge de devoir régler le problème. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape serait que, lorsque cela se passe devant n'importe quel tribunal, dans n'importe quel système de notre pays, ce type de crime n'est pas violent.
Ce n'est pas un crime grave. En 1 mois ou 2, cette personne va avoir un avocat commis d'office pour son dossier qui va probablement l'amener devant le tribunal et elle va plaider le temps déjà purgé, puis elle sera relâchée parce que c'est un délit mineur. Et si nous gardons cette personne en détention pendant 1 an ou plus, simplement parce qu'elle a montré des signes de maladie mentale, alors ce que nous avons créé, c'est un système qui n'aidera pas à résoudre ce problème. Donc je pense qu'au final, dans cette situation, il est très facile de dire que si cette personne avait été en détention, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais la vérité, c'est que cette personne n'aurait pas été détenue pendant 8 mois. Cela s'est produit en août. Cette personne a été emprisonnée en janvier. Dans aucun scénario pour ce type d'infraction, cette personne n'aurait jamais été détenue pendant 7 mois. La peine maximale pour un délit mineur en Caroline du Nord est, je crois, de 180 jours. Cela pourrait même être 150 jours. Je traite surtout des crimes, donc j'ai très rarement des délits mineurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce délai sera écoulé et expiré, et cette personne sera de retour dans la rue. Donc, ce n'est pas aux juges et aux gens de les garder pour des délits mineurs indéfiniment. Car il y aura toujours quelqu'un qui passera entre les mailles du filet, même si on les garde au maximum. Ils sortent et on ne leur a donné aucun outil pour réussir. Et ensuite, quelque chose comme ça se reproduit immédiatement. C'est à nous, quand les signaux sont là, de trouver les bonnes ressources pour éloigner cette personne. Mais la police aidera quand même. Je veux être clair, je n'essaie pas de voir ça à travers un prisme étroit, ni de manquer d'objectivité sur ce que nous devons faire en tant que société. Je vois cela comme si nous surveillions le tramway léger et que les personnes sans billets étaient immédiatement évacuées, ou s'il y avait une meilleure façon de filtrer et de s'assurer que les personnes dangereuses ou violentes n'entrent pas sur cette propriété, tout comme ce serait le cas si j'allais à l'aéroport avec un couteau. Je veux dire qu'il y a des choses à dire sur ce genre de situation. Il y a aussi des choses à dire sur le fait d'être proactif. Donc, personne ne dit qu'il faut simplement attendre qu'une telle tragédie se reproduise. Personne ne dit cela. Être proactif, c'est aussi savoir décider comment utiliser nos ressources. Et c'est juste, je pense que la réaction instinctive dans un pays où nous emprisonnons plus de personnes que n'importe quelle autre nation au monde, c'est de simplement s'appuyer là-dessus. Et je ne pense pas que ce scénario soit envisageable dans cette situation particulière, étant donné ce dont cette personne a été accusée. Non, et je pense que c'est un contexte important, surtout quand on pense à la chronologie de ces faits. Cette accusation liée à l'appel au 911 à laquelle il faisait face depuis janvier. Jason, tu es la bonne personne pour en parler, car tu gères ces affaires liées à la santé mentale, souvent source de tensions nationales. Et il y a une chose, c'est que, en tant que spectateur, j'ai un peu l'impression, à bien des égards, de voir comment tout cela se déroule. Par exemple, lorsqu'on parle de santé mentale, que ce soit un homme politique, un avocat de la défense, un procureur, etc. Ça ressemble juste à une sorte de note de bas de page dans la conversation où une tragédie se produit, puis quelqu'un dit qu'il nous faut de meilleurs services de santé mentale, et tout le monde se dit que c'est une bonne idée, tout le monde applaudit et c'est mignon. Et puis on passe à autre chose et on oublie. Ensuite, on a une autre conversation comme celle-ci et on se dit « Ne serait-ce pas génial d'avoir une vraie discussion sur la santé mentale ?» Tout le monde applaudit, on passe, puis survient une nouvelle tragédie. Comment peut-on vraiment arriver à un point où il y a de meilleurs services de santé mentale pour les gens au lieu que ce soit juste une belle parole prononcée lors d'un déjeuner et applaudie par tout le monde? Ça me rend très ému, mais ce client dont j'ai parlé tout à l'heure, celui pour qui je suis allé chercher des ressources en santé mentale, j'ai fouillé tout l'État et j'ai demandé à tout le monde où on pouvait placer ce gars-là. J'ai quitté ce dossier en passant en cabinet privé et la personne qui l'a repris l'a mené en prison. Il n'est pas resté longtemps, avait déjà attendu dans le système, recevait un traitement pour sa maladie mentale et se préparait pour le tribunal. Il lui restait environ 1 an à faire, mais il s'est suicidé durant cette période. Et c'est vraiment difficile pour moi d'en parler. Donc je vois ça au quotidien, je le vois à travers notre système. C'est un fil conducteur que les familles affrontent dans la rue qui doivent aider leurs enfants à gérer ces problèmes. Mais c'est aussi quelque chose que cette jeune femme, vous savez, elle est partie bien trop tôt et de façon bien trop violente, d'une manière que personne ne souhaiterait à qui que ce soit. Et
Vous savez, s'il faut une tragédie en prison, en détention ou dans la rue, il semble que parfois c'est la seule chose qui ouvre les yeux des gens sur le fait que nous ne devons pas seulement être durs ou frapper du poing, mais qu'il nous faut aussi un ciseau. Nous devons vraiment regarder où nous pouvons avoir le plus d'impact en tant que société, où nous pouvons placer les gens dans des situations où ils sont non seulement à l'abri du danger et protégés par les forces de l'ordre, mais aussi où d'autres personnes se trouvent dans une position telle que les forces de l'ordre et le système travailleront à s'assurer qu'ils obtiennent les ressources et la structure dont ils ont besoin, au lieu de simplement les mettre de côté jusqu'à ce qu'une chose comme celle-ci se produise. On ne peut pas ignorer ce problème, sinon ce genre de tragédie se reproduira. Donc, je pense vraiment que c'est le genre de chose qui fait ce que vous suggérez. Cela s'est produit dans la ville. C'est quelque chose qui nous a tous captivés et touchés. C'est quelque chose qui a suscité des discussions et des débats des deux côtés sur la meilleure façon de répondre aux besoins des gens. Il y a un arrêt de tramway juste devant la fenêtre à laquelle je fais face en ce moment, qui donne sur un arrêt du tramway juste devant le bâtiment où se trouve mon bureau. Et je le vois tout le temps, tous les jours. Mes parents âgés ont pris le tramway pour me retrouver pour dîner le lendemain de cet événement et ils étaient un peu secoués par cela. Nous devons aborder cela en communauté, mais aussi de façon intelligente. Et j'apprécie vraiment cette conversation. C'est un très bon contexte parce que je sais que c'est une histoire qui suscite beaucoup de passion, disons-le, de tous les côtés. Jason Saint-Aubin, avocat de la défense pénale de Charlotte, Caroline du Nord. Merci de nous avoir rejoints sur Law and Crime. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Merci Chris, j'apprécie vraiment. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.